Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau webinaire de Technique de l'ingénieur. Nous vous invitons à décoller avec l'avion du futur. Cette session fait partie du programme de la Semaine des étudiants. Retrouvez tous les replays des webinaires sur le site Technique de l'ingénieur. Nous accueillons cet après-midi Yves Gourina, professeur et directeur de recherche ISAE Supaéro, Université de Toulouse. Ses spécialités, la physique des structures et la biophysique. Durant cette webconférence, posez toutes vos questions sur le devenir de l'avion et ceux qui vont y contribuer grâce au chat situé dans la barre en haut à droite. Il y aura une session questions-réponses pendant la dernière réponse de ce webinaire, durant laquelle nous répondrons à toutes vos questions. Bonjour Yves Gorina, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est à vous. Bonjour les techniques de l'ingénieur et bonjour à tout le monde. Écoutez, d'abord, je voudrais remercier les techniques de l'ingénieur parce que c'est l'occasion de partager notre métier, ce qui nous anime et ce qui fait notre vie. Voilà. Et ce qu'il faut dire, c'est que si je m'adresse à vous, c'est pour vous donner un message sur tout ce qui est en train de démarrer actuellement autour du développement durable de l'avion du futur. Et je remercie d'autant plus les techniques de l'ingénieur que je peux en parler non seulement en tant que directeur de recherche et de professeur, ce qui m'occupe depuis 20 ans, mais auparavant, j'étais dans l'industrie chez un grand avionneur européen que vous imaginez, et puis j'ai également passé 10 ans dans l'espace, enfin dans le spatial. Donc, je voudrais partager avec vous la diversité et tout ce qui est en train de se monter actuellement autour des sciences de la matière et des sciences humaines également. Et nous allons voir que les sciences humaines ont toute leur place. Donc, ce que je voudrais partager avec vous cet après-midi, c'est le fait que on a besoin de tout le monde dans cette aventure du 21e siècle qui est l'avion du futur. Qui, contrairement à ce que beaucoup de gens disent, l'avion du futur va continuer à voler. Il va emmener de plus en plus de gens, il va voler de plus en plus, mais il va voler sans carbone. Et il va justement servir de prototype, d'effet d'entraînement, d'exemple, d'exemplarité pour le reste de l'industrie. Alors, juste pour vous donner envie d'écouter la suite, à travers les images que nous allons voir et les exemples qui vont être présentés, on va s'apercevoir bien sûr que nous avons besoin de vous dans les métiers de la physique. Ça n'étonnera personne puisqu'un avion, c'est pas un pur esprit, c'est une structure, c'est une interaction avec l'atmosphère, c'est des choses bien matérielles. Mais on a également besoin d'artistes, d'économistes, de gestionnaires, d'organisateurs, d'ergonomes, de tout un tas de sciences, de l'architecture, et si j'osais, je dirais même de l'humanisme, pour concevoir cet avion. Donc, ces planches, que, au passage, j'autorise naturellement les techniques de l'ingénieur à diffuser, bien entendu, à titre privé, hein, puisque vous allez voir qu'il y a des images qui viennent de Boeing, des images qui viennent d'Airbus, qui sont publiques, hein, mais que je ne peux pas reprendre à mon compte. Les premières images, là, où vous avez la liste des métiers, là, celles-là, vous pouvez les diffuser, mais sans aucune restriction. Donc, les métiers de la matière et les métiers de la physique. Alors, l'aventure, elle n'est pas d'hier, en fait, puisque vous voyez que le tout premier avion de l'histoire, il n'a pas vraiment volé. Disons qu'il a décollé. Il a volé en effet de sol, c'est-à-dire en pinçant un coin d'air entre le sol et l'avion. Vous le voyez ici dans une représentation artistique. C'est donc l'Éole, l'avion de Clément Ader, 1890, octobre 1890, qui était déjà totalement bio-inspiré. Bon, bien sûr, sa forme, ça vous échappe pas, c'était une chauve-souris, mais aussi, regardez bien les matériaux, vous aviez du bois et de la toile, c'est-à-dire que du composite, en fait, de la fibre de carbone et des fibres végétales. Vous aviez également un moteur qui fonctionnait avec de l'alcool agricole, hein, de l'alcool de pomme de terre, de l'alcool à brûler. Donc, c'était en réalité déjà des biomatériaux. Si j'ajoute que les rares commandes de vol, il n'y a pas vraiment de commandes de vol, mais elles étaient par déformation de la structure, exactement comme sur un avion, comme sur un oiseau. On est d'ailleurs, lapsus révélateur, le mot avion, avis en latin, c'est oiseau. Hein. Donc, voilà, c'était déjà bio-inspiré. Mais en réalité, ce que Clément Ader a inventé, ça n'est pas l'avion. C'est une des formules possibles pour l'avion du futur, qui est l'écranoplane.
Alors que les Russes, comme vous le voyez, ont développé de manière assez importante. Vous voyez, le plus grand objet volant identifié qui est volé, il faisait 104 mètres de long. Hein, on l'appelait le monstre de la mer Caspienne, qui est un engin qui volait par effet de sol. C'est vraiment l'intermédiaire entre l'avion et le bateau. Alors il décollait quand même, mais on ne peut pas dire qu'il volait vraiment puisque son altitude maximale était de quelques mètres. Il volait en dépendance avec le sol, moyennant quoi, en termes d'économie, en termes de puissance nécessaire, on divise la puissance nécessaire à peu près par 3, ce qui est quand même assez remarquable. Donc voilà ce que Clément Ader a inventé. Et les velléités de créer une aile volante, elles datent, vous savez, on peut le dire, de l'entre-deux-guerres où les Allemands, vous voyez, commençaient à construire des ailes d'une certaine épaisseur et qui devenaient progressivement habitables. Vous voyez, le Junkers G-38, bon, qui est resté un prototype, mais enfin qui a volé quand même, qui a fonctionné en Allemagne, hein, et qui a même tourné en ligne hein, dans la jeune Lufthansa. Voilà, vous voyez que dans cette aile, à l'intérieur de la voilure, vous voyez qu'il y a des portes pour rentrer parce que la voilure commençait à être habitable. Alors, il faut que j'arrive à tourner la page. Voilà, la voilure commençait à être habitable avec, à gauche, vous voyez, dans le corps de l'aile, il y avait un atelier pour entretenir les moteurs en vol. Je ne sais pas si vous voyez, dans l'épaisseur de l'aile. Et à droite, vous aviez quelques passagers. Oh, pas beaucoup. Hein. 6 passagers, mais 6 passagers dans l'aile. Alors qu'il y avait vraiment une vue imprenable sur le bord d'attaque. Et tout ça, ça a donné lieu à des projets fin de l'entre-deux-guerres et durant la Seconde Guerre mondiale, des projets d'aménagement intérieur d'une surface portante, vous voyez, avec essentiellement le logement à l'avant, vers le bord d'attaque, le repos à l'arrière et dans le longeron, ben, tous les systèmes de communication, couloirs, corridors et autres. Les Russes ont réalisé ça quasiment à l'échelle 1 avec le Maxim Gorky. Le Maxim Gorky était un avion de propagande du régime soviétique juste avant la Seconde Guerre mondiale. Et vous ne rêvez pas, regardez, la demi-aile gauche est également aménagée, mais on voit très bien ici la demi-aile droite à tribord. Vous voyez qu'il y a, vous ne rêvez pas, il y a une cuisine, il y a un salon, il y a un dortoir, il y a de quoi vivre dans cette aile. Donc vous voyez que l'exploitation, l'intégration de l'architecture, de l'ergonomie, des structures, de la performance, ça n'est pas d'hier. C'est Jack Northrop aux États-Unis qui, fin des années 40, début des années 50, a repris le concept avec le XB-49, hein, qui était un grand projet basé sur un avion militaire, hein, qui lui a vraiment volé, mais qui était basé sur le réaménagement civil de cet avion militaire, vous voyez, sous forme d'un cargo, pardon, d'un paquebot, excusez-moi, et qui commence à ressembler à ce que sera l'aile volante. Dans l'aile volante du futur, on mettra l'hydrogène liquide dans la partie extérieure. La propulsion ici, évidemment, les moteurs ont beaucoup progressé depuis les années 50. Et puis, la partie vie qui devient un véritable bateau habitable. Donc, les spécimens ont volé dans les années 50 aux États-Unis. Et finalement, des ailes volantes, ben, il y en a eu dans l'histoire, mais qui n'ont jamais été vraiment construites à grande échelle. Il y a eu des bombardiers et des vaisseaux spatiaux, bon, les petites navettes spatiales, le Dream Chaser américain, hein, qui est basé sur le projet Hermès européen, vous voyez que c'est une aile volante, la navette spatiale aussi d'ailleurs, hein, était une aile volante. Les bombardiers anglais, Vulcan par exemple, étaient des ailes volantes, et plus près de nous, Concorde. Concorde était une aile volante forcément instable puisque vous n'avez pas d'empennage, mais qui était stabilisée par les commandes de vol électriques. C'est d'ailleurs la première application des commandes de vol électriques en tangage sur Concorde qu'il a fallu certifier, ce qui n'est quand même pas rien, et ce qui a ouvert la porte à la 320 et à l'avion du futur. Mais les métiers du futur, qui sont liés à l'avion du futur, donc, vont forcément s'inspirer des objets volants les plus parfaits qui existent et que vous voyez ici avec toute leur fonctionnalité. Train d'atterrissage sorti, centrale inertielle et viseur tête haute, si j'ose dire, sorti, les commandes de vol aussi bien empennage que ailes, bord d'attaque, bord de fuite et bord marginal actifs en commande de vol électrique. Donc vous voyez que là, nous avons tous les éléments pour l'avion du futur, qui en plus sur celui-ci est capable de faire ce qu'on ne fera, à mon avis, pas avant très longtemps avec l'avion du futur, c'est de se poser et de s'atterrir et d'atterrir en vertical. Vous voyez que c'est une géométrie hautement variable. Bon, évidemment, ça c'est une photo que je trouve magnifique, mais qui a été prise dans une configuration très particulière. On ne peut pas voler très longtemps comme ça, mais vous voyez très bien que le monde du vivant va nous inspirer.
et a déjà commencé à nous inspirer, car l'avion du futur, il existe déjà, mais il existe sous forme de prototype ou on va dire de véhicules militaires, donc qui n'est pas encore certifié civil, c'est le B-2. Voilà, le B-2 qui est un bombardier américain que tout le monde connaît. Et si vous regardez bien, il est fortement bio-inspiré et optimisé. Alors, moi, je m'amuse beaucoup en regardant cette image. Dire qu'il n'est pas bio-inspiré, il faudrait quand même l'argumenter, parce que regardez le bord d'attaque, regardez le bec et même le regard. Le regard que vous avez ici, vous voyez, c'est quasiment la même chose. Les commandes de vol électrique sorties, les commandes de vol électrique sorties, tout un tas de choses, tout un tas de points communs entre cet oiseau et cette aile volante. Et en Europe, ben, nous ne sommes pas en reste finalement, puisque grâce à Dassault, nous avons le Neurone, hein, qui est une aile volante opérationnelle, mais toujours au niveau militaire et pour le moment sans passagers. Alors, il va falloir, pour l'avion du futur, faire appel aux biologistes, aux zoologistes, aux ergonomes, aux architectes, même à l'esthétique. Vous voyez, vous avez là un projet américain inspiré de la Raymanta. Et puis, pourquoi pas, je me suis fait un petit peu plaisir, pourquoi pas faire appel à l'esthétique aussi, car enfin, vous voyez que sur les interactions flux-structure et sur les couleurs, je pense que les compagnies aériennes feraient bien de s'inspirer de la nature. Pourquoi pas aussi s'inspirer du vol en formation? Vous savez que sur cette configuration en V, ceux qui sont derrière consomment entre 20 et 30% de moins que ceux qui sont devant. Donc, on a là une optimisation qui, grâce aux commandes de vol électrique et à la dronisation, attention, hein, je n'ai pas dit sans pilote, hein, mais avec l'assistance électrique de l'avion, pourrait gagner des choses. Alors, il y a déjà eu des programmes d'ailes volantes. Vous avez là le projet Boeing, qui est un projet relativement ancien, vous voyez, qui est basé sur le 747, hein, que vous voyez en silhouette, donc qui est un avion donc, là, de 800 places. Hein, le projet Boeing d'aile volante est un avion de 800 places. Ces images sont virtuelles, hein, naturellement, sont des images virtuelles, mais c'est encore l'ancien monde, là. C'est-à-dire, en quoi ça n'est pas encore l'avion du futur? D'abord, il a des empennages, il n'y aura plus d'empennage sur l'avion du futur. Ensuite, il a des moteurs à l'extérieur, les moteurs seront à l'intérieur et ils seront, troisièmement, à l'hydrogène. Celui-là était encore au kérosène. Donc, eh bien, tout ça, il faut le révolutionner. Et pour le révolutionner, eh bien, on a besoin de vous. On a besoin de vous pour les technologies, pour le management et pour l'esthétique. Alors, les technologies, vous voyez que ben, elles commencent à exister, mais elles demandent à être maturées. La voilure à 350, un monobloc de carbone, l'aile volante sera un monobloc de carbone. Vous avez, ah oui, j'en profite pour dire que ça risque d'être des programmes inter-avionneurs. Hein. Il ne faudra pas trop de Boeing et d'Airbus pour faire l'aile volante décarbonée, totalement décarbonée, qui, je pense, commencera à être opérationnelle dans une dizaine d'années. Voilà, c'est à peu près ce qu'il faut. C'est à peu près le temps qu'il a fallu après la Seconde Guerre mondiale pour que les avions à réaction commencent à être opérationnels dans le civil. C'est à peu près la même marche à franchir. Et là, vous voyez la pointe avant du Dreamliner, donc le 787 de Boeing, qui elle aussi est un monobloc, et l'aile volante sera également monobloc. Il va falloir intégrer les entrées d'air. Vous avez vu sur le B2, mais qui est un avion qui vole à Mach 0,8, 0,9, on volera moins vite avec l'aile volante pour des raisons environnementales. La vitesse est dépassée. On volera à Mach 0,4, Mach 0,5, beaucoup plus vite qu'un bateau, mais beaucoup moins vite qu'un avion à l'heure actuelle. Et donc, on va avoir des entrées d'air beaucoup mieux intégrées. Et en particulier, on va revenir à des concepts qui étaient développés dans les années 60, vous voyez, qui étaient des concepts d'entrée d'air qui d'ailleurs peuvent s'inspirer des véhicules terrestres, hein, qu'on peut avoir sur certaines voitures de course, par exemple, ou des engins de ce type. Voilà. Et on va commencer, vous voyez, à dessiner des véhicules. Alors ça, c'est pas encore définitif, hein, ça nous vient de Cranfield, ça, hein, avec leur permission. Hein, je leur montre, c'est mes collègues hein, qui travaillent là-dessus. Vous voyez les entrées d'air qui sont intégrées, également l'échappement des moteurs à hydrogène hein, qui sont intégrés, car il faut savoir qu'un réacteur aujourd'hui fonctionne très bien à l'hydrogène, mais il y a encore 10 années de travail simplement pour le certifier, c'est-à-dire pour passer de quelque chose qui tourne au banc à quelque chose qui tourne pour emmener les familles.
dans l'avion. Voilà, donc vous voyez, je vous laisse contempler cela, c'est assez intéressant. Et l'idée, c'est de partir de technologies qui aujourd'hui existent dans le spatial. Il vous échappe pas que la navette spatiale, par exemple, c'est un énorme réservoir d'hydrogène avec un avion dessus, sauf que c'est quand même un engin relativement complexe et on va dire qu'il faut encore dompter. Donc, il va falloir apprivoiser la navette spatiale. En fait, l'idée de l'aile volante à hydrogène, c'est d'apprivoiser la navette spatiale. Pour ça, nous utilisons en particulier à l'Institut Clément Ader, à Supaéro et dans d'autres laboratoires, les modèles analytiques numériques expérimentaux pour simuler l'hydrogène et le carburant en dynamique à l'intérieur des réservoirs. Et ça nous permet de dresser un premier portrait robot. On a actuellement une maquette en cours de fabrication à grande échelle, hein, qui permettra d'avoir les trois fonctionnalités finalement de l'aile. Vous avez la partie énergie qui sont les réservoirs extérieurs, à peu près 1000 mètres cubes d'hydrogène. Oui, le problème de l'hydrogène, c'est que c'est très grand, c'est très froid et c'est très fugace. Donc, il faut des réservoirs très particuliers où il y a besoin d'énormément de monde. Vous avez remarqué d'ailleurs que Airbus embauche, là, depuis hier, ils annoncent 6000 embauches. Et il y a plein de secteurs où grâce à cette environnementalisation du transport, eh bien, on est en train de démarrer. Donc, les réservoirs. Au milieu, vous avez l'hexagone ici. Alors, pour vous donner une idée, c'est à peu près 30 mètres de corde, là, 30 mètres de corde. Donc, vous voyez, vous avez déjà un bel appartement sur 3 niveaux, car vous êtes pratiquement à 8 mètres d'épaisseur. Hein. Donc, 3 niveaux de 2,50 m, hein, oui, à l'intérieur. Donc, vous embarquez entre 1000 et 1200 passagers là-dedans. Mais oui, et donc une cabine qui devient un véritable bâtiment. On va revenir là-dessus. Puis entre les deux, vous avez toute la partie logistique, c'est-à-dire train d'atterrissage, centrale électrique et moteur, évidemment, réacteur à double flux à l'hydrogène, un de chaque côté. Voilà. Et en réalité, le paradigme qu'on est en train de poursuivre actuellement, c'est de passer de l'avion optimisé, la 350 est un avion incroyablement optimisé, hein, à un hybride entre l'avion et le bateau. C'est-à-dire avoir quelque chose dans lequel le voyage lui-même sera une croisière et où donc on pourra vivre à l'intérieur de l'avion. Mieux, puisqu'il a été conçu pour vivre à l'intérieur, on pourra le récupérer plus tard quand il aura fini sa vie aérienne. Alors, sa carrière, c'est à peu près 100 000 heures de vol, 150 000 heures de vol, entre 20 et 25 ans. Voilà. Et après, eh bien, il faut en faire quelque chose. Vous voyez, le vénérable DC-3, il y a une personne aux États-Unis qui a racheté la pointe avant et qui a, une fois que la carrière de l'avion était terminée, on a fait un camping-car. Je trouve que c'est absolument génial, sauf que l'avion n'a pas été conçu pour ça. Si l'avion est conçu pour ça à l'origine, on pourra faire encore beaucoup mieux. Et c'est pas nouveau. Après la Seconde Guerre mondiale, regardez, les P-38, à partir des réservoirs, il y a des gens qui ont fabriqué des petites voitures. Et même, je peux vous dire que Piaggio, le scooter, après la Seconde Guerre mondiale, les roues avant, c'était des roues avant de trains de Piper qui étaient extraits des surplus de l'armée américaine après la Seconde Guerre mondiale. Et les tôles étaient des tôles de récupération des avions américains. Il y en a qui se sont amusés avec une voilure de 747. Regardez qu'une voilure de 747, c'est entièrement récupéré. Là, toutes les toitures, c'est des bouts d'ailes, voyez, et il est allé au bout, le gars, voyez la voilure là, et là, la fontaine, c'est une entrée d'air d'un réacteur CF6. Donc, c'est très astucieux, et donc tout ça va être recyclé. Non seulement les matériaux, car aujourd'hui, bien sûr, on recycle les matériaux, mais on va recycler aussi les structures, c'est-à-dire pour en faire des bâtiments. Et vous voyez, ça a déjà commencé. Vous pouvez racheter un vieux 747, il faut avoir un grand parking. Le problème, c'est qu'il faut un parking. Et actuellement, la grande mode, c'est d'installer des restaurants, voire, alors des restaurants de luxe, hein, voire même des hôtels à l'intérieur de ces avions qui vivent ainsi une deuxième vie. Voilà. Alors ça, vous voyez, ce sont des aménagements à 380. La 380 qui, au passage, montre la voie hein, de ce que sera l'aile volante. Eh bien, vous voyez, qui étaient aménagés en vol et qui pourront être récupérés sous forme d'hôtel. Et alors, on peut imaginer avec l'aile volante, bien sûr, que ce sera à bien plus grande échelle. Et comme les réservoirs sont conçus pour être isolés à l'hydrogène liquide, moins 252 degrés, eh bien, on imagine la qualité de l'isolation au sol que ça va donner. Et les Russes ne nous ont pas attendus avec leur vieille fusée lunaire N1, qui n'est jamais allée sur la Lune, mais qui a été construite en série hein, dans les années 70. Il y a des gens qui ont récupéré les vieux réservoirs
17 mètres de diamètre quand même, hein, et qui en ont fait des habitations, ce qui est tout à fait intéressant et ce qui rend le vol complètement différent puisque l'avion a été conçu pour être une habitation dès le début. Alors là, je vous montre des choses qui ont volé. Ben oui, ça a volé, ça, figurez-vous. C'est un salon, alors évidemment, c'est assez luxueux. Et c'est un autre paradigme du vol. Parce que j'en profite pour dire que, et c'est pour ça que c'est une chose qui va attirer, qui intéresse beaucoup le ministère en ce moment, qui va attirer énormément de métiers différents, c'est que l'avion du futur ne sera pas fait uniquement pour relier un point A au point B. Il sera fait pour vivre à bord et pour être heureux à bord. Alors être heureux à bord, ça veut dire, si vous êtes en loisir, ben vous allez avoir un coin salon de coiffure. Ah, évidemment, c'est pas un salon de coiffure immense, vous allez un coin où vous allez pouvoir faire couper les cheveux. Vous allez un coin où vous allez avoir un piano-bar ou un bal-musette. Vous voyez, pour les anciens, avec un accordéoniste, c'est très sympa. Vous allez avoir tout un lieu de vie, toute une série de lieux de vie comme ça, dans lesquels on va pouvoir, si vous êtes en loisir, euh, se reposer et vivre. Si vous êtes en mission professionnelle, vous allez pouvoir travailler, mais pas travailler avec une tablette devant vous à 30 cm. Travailler dans un canapé, comme je suis en ce moment. Vous voyez, là, je travaille dans un canapé. Voilà, travailler avec un bureau, travailler dans une réunion de travail. Enfin bref, travailler, voyez, dans un environnement. Bon, ça c'est quand même assez luxueux, je reconnais, mais ça fait un peu rêver quand même. Donc là, je vous laisse regarder. On a un petit peu l'impression qu'il y a tout un métier d'architecte intérieur qui est lié d'ailleurs au bateau, hein, qui est en train de naître. Donc cette aile volante, finalement, nous emmène dans des ponts entre les métiers de l'aéronautique tels qu'ils étaient conçus du temps de la Caravelle et de Sud Aviation, voilà, qui sont très nobles, hein, et tout à fait respectables, et les métiers d'architecte en général, architecte bateau, architecte génie civil. Alors pourquoi là, je suis obligé de vous parler un petit peu de mon métier que j'exerce maintenant depuis 20 ans. Je suis pour le CNRS le thermodynamicien des coques. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une coque? Ben, vous voyez, vous en avez là une coque. Voilà, une coque, vous voyez, c'est un bol. Un bol, c'est une coque, sans compter que je bois le café dans une coque également. C'est une structure mince. C'est une structure mince qui renferme un volume. Et donc, alors plus précisément pour le CNRS, je suis spécialiste des interactions entre les fluides et les coques, hein. Et si vous regardez bien, dans tous les moyens de transport, vous avez ces interactions entre les fluides et les coques. On voit tout ce qui vole, mais aussi ce qui ne vole pas quand vous avez un TGV. Et ça, vous savez ce que c'est? On croirait que c'est un fuselage. Pas du tout, c'est un sous-marin. Et donc, dans le génie maritime, dans le génie civil en général, vous avez des interactions et donc toutes les équations qu'on met au point pour les avions vont se servir à la certification. Il y aura aussi le métier de certificateur qui va être extrêmement important. Et ça n'est pas nouveau parce que si vous regardez autour de vous, regardez les fleurs des champs autour de vous, vous avez des poutres et des coques. Et vous avez essentiellement des coques qui sont admirablement optimisées et d'ailleurs même esthétiquement optimisées. Bon, c'est une vieille. Bon, je ne vais pas rentrer dans la physique fondamentale, ce n'est pas du tout l'objet de faire un cours de physique, mais quand même, vous dire que nous sommes, nous, les modélisateurs. Alors, il faudra des mathématiciens quand même et des physiciens, mais pas que. Mais pas que. Vous voyez, mon métier, ça consiste à représenter l'impédance dynamique d'un système couplé, typiquement un tambour, hein, avec une membrane et un fluide, avec la représentation lagrangienne de la coque, les fluctuations aériennes de pression dans le fluide, et puis la fameuse matrice dynamique implicite d'impédance, une matrice de structure, une matrice de Helmholtz du fluide et une matrice de couplage. Voilà. Et nous sommes lancés avec plein de partenaires, alors les avionneurs comme les institutions, sur des programmes de mathématiques, de physique et d'application sur ces sujets-là depuis maintenant une vingtaine d'années. Et en cours de route, il y a une dizaine d'années, nous ont rejoint les médecins et les biologistes parce qu'il se trouve que la plupart des systèmes vivants sont formés par des coques et des fluides. Je prends le cerveau, excusez-moi, vous avez une coque non développable en plus, et vous avez un fluide à l'intérieur, avec tout un tas de problèmes mathématiques. Je vous laisse découvrir quelques-uns de ces problèmes, bon, parce qu'il se trouve que j'enseigne à la fac, à l'université Paul Sabatier, en biodynamique, justement, en biophysique. Bon, mais si vous voulez, on a des problèmes qui ressemblent beaucoup à la dynamique du réservoir du lanceur. Voilà. Et de manière générale, la densité en général d'énergie par les 4 principes de la thermodynamique dans un système qui soit à l'échelle de l'univers ou à l'échelle du cellule vivante, c'est les mêmes équations. Donc nous, matheux, physiciens, on fait appel à nous. Alors voilà, je voulais, à travers ces quelques planches,
sur lesquels défilent quand même, ont défilé un certain nombre d'années de recherche et de futures recherches. Je voulais vous donner envie d'amorcer une discussion sur les métiers du futur liés à l'avion du futur. Et maintenant, je suis tout prêt à répondre à vos questions, à moins que les techniques de l'ingénieur veuillent reprendre la main pour parler de leur semaine des études. Merci beaucoup pour cette présentation, Yves Gourina. Donc maintenant, nous sommes à l'écoute vous pouvez poser. Donc, nous vous avons proposé de poser vos questions via le chat. Donc, on est à l'écoute. Alors, Yves Gourina, donc une première question. Je vous écoute. Par exemple, en France, dans quelle école aéronautique conseillez-vous de s'inscrire pour Ah, travailler sur le futur sur l'avion du futur? excellente question. Je vais surtout pas vous dire que Super Héros n'est pas une bonne école. Au contraire, c'est évidemment la meilleure école qu'on puisse imaginer. Bon, je crois pouvoir dire qu'en Europe, nous sommes leaders à Super Héros dans le domaine de l'aéronautique. Mais ce que je voudrais dire, c'est que Super Héros est à la tête de tout un groupe d'écoles et que moi-même, je n'ai pas fait Super Héros. Hein. Je voudrais quand même le dire. Moi, vous savez ce que j'ai fait le conservatoire de musique à l'origine et ensuite j'ai bifurqué vers la physique. Alors, la leçon que je souhaiterais que nos jeunes et moins jeunes retiennent, c'est que il y a des voies royales, bien entendu, mais il n'y a pas de voie unique. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais eu autant de passerelles qu'aujourd'hui. Donc, la réponse, maintenant j'arrive à la réponse à la question. Je ne vais pas faire comme les politiques hein, qui répondent jamais aux questions. Alors, je vais répondre. Alors, effectivement, Super Héros, c'est vraiment la référence. Alors, vous pouvez venir aussi bien au niveau du cursus ingénieur, avec plusieurs voies. Vous avez la voie du concours, par les classes prépa, ou vous avez la voie par la fac. Si vous venez par la fac et vous avez un bon dossier, vous pouvez entrer sur titre à Super Héros. Mais vous avez aussi tous les masters, Master of Science, qui sont des bac plus 5, donc on vous prend à bac plus 3, à bac plus 4, pardon, on vous amène à bac plus 5 en 2 ans, ou alors des bac plus 6, qui sont, enfin des bac 5 plus 1 exactement, on prend un bac plus 5 et on vous donne une spécialité. C'est ce que moi j'ai fait à Super Héros, voilà. Et puis on peut vous prendre également au niveau des masters recherche et du doctorat. Très important, nous sommes une école habilitée à délivrer le titre de docteur. Donc, si vous voulez vraiment venir à Super Héros, vous ne nous échapperez pas. Il n'y a rien à faire, l'essentiel est d'avoir la vocation. La preuve, moi qui ai fait le conservatoire de musique, j'ai quand même fini par atterrir à Super Héros après le bac plus 5. Bon. Donc ça, c'est la première réponse. Super Héros, c'est le must. Mais à côté de Super Héros, vous avez tout un tas d'écoles d'ingénieurs. D'abord, les écoles du groupe ISAE. Donc, je prends l'ENSMA de Poitiers, je prends l'ESTACA, je prends SUPMECA, je prends l'école de l'air. Il y a toute une panoplie d'écoles, l'ENSMA de Poitiers, donc je l'ai cité, qui est l'école que j'ai faite à l'origine, hein, au passage, qui est une excellente école, qui sont spécialisées dans la thermodynamique, justement. Donc, si vous voulez, il y a une panoplie d'écoles absolument excellentes. Mais même en admettant que vous n'entrez pas dans une de ces écoles, quoi que vous fassiez, l'aéronautique a besoin de vous. Alors, l'aérospatiale, hein, parce que les frontières entre l'aéronautique et le spatial, ça aussi, c'est un fait nouveau. Peut-être que les techniques de l'ingénieur m'inviteront une autre fois pour parler des ponts entre aéronautique et spatial, puisque il se trouve qu'au cours de 40 ans de carrière, j'ai trempé dans les deux. Il y a des ponts de plus en plus nombreux qui font que si vous faites une licence de physique ou si vous faites même une licence d'économie ou de management, etc., on a besoin de tous les métiers. Je peux même vous citer des exemples un peu extrêmes. J'ai dirigé en thèse de doctorat, vous m'entendez bien, j'ai dirigé un peintre qui avait fait un master d'art plastique. Pourquoi? Parce qu'il a travaillé sur l'aménagement intérieur des stations orbitales. Voilà. Donc, ça va jusque-là. Alors après, je vous mentirais si je vous disais que la plupart de mes chercheurs sont diplômés en art plastique. Ce n'est pas vrai. Mais il y a des possibilités. Donc, la réponse, si vous voulez, ne faites pas ce qu'il faut faire. Parce que si vous faites ce qu'il faut faire, vous serez peut-être contraint. Faites ce qui vraiment vous plaît le plus et sur lequel vous avez les yeux qui s'allument. Voilà. Et donc, si vraiment il y a un domaine qui vous plaît, mais vraiment énormément, et sur lequel vous sentez que vous êtes passionné, vous ne compterez pas les heures et vous réussirez brillamment. Et si vous réussissez brillamment, le secteur aérospatial
aura besoin de vous. Moi, j'ai actuellement une doctorante juriste. Voilà. Elle a fait une maîtrise de droit, un M2 de droit, cette fille-là. Et elle travaille sur le droit spatial. Voilà. Donc, si vous voulez, quelle que soit la filière, alors après, je vous mentirais si je vous disais que la voie royale, c'est pas super-héros. C'est vrai. Mais il y a toutes les écoles autour. Et de toute façon, tous les diplômes qui ont une certaine valeur, eh bien, l'aéronautique en a besoin. Je ne sais pas si j'ai répondu. Si, c'était extrêmement complet. Je vous remercie, Yves Gourina. On a une autre question qui commence par une petite remarque assez encourageante. C'est génial que les matériaux économiques aient une place pour ce domaine de l'avion. Et en fait, donc la personne demande de mieux expliquer la recherche sur les nouveaux matériaux de construction durable, appliqués à l'aéronautique, bien sûr. Oui, ah bah merci pour cette question. Alors, Oui, si c'est une vous très bonne voulez, question. oui, c'est une excellente question. Alors, si vous voulez, la révolution qui s'est passée depuis 20 ans, vous savez, ça fait 20 ans qu'on y travaille au développement durable. D'abord, je voudrais dire que le développement durable, il y a ceux qui en parlent et généralement ils ne le font pas, et il y a ceux qui le font et qui généralement n'en parlent pas. Alors, pour une fois, grâce aux techniques de l'ingénieur, vous avez devant vous quelqu'un qui fait du développement durable depuis 20 ans et qui a l'occasion d'en parler. Parce qu'on n'est pas toujours, sur les plateaux. Et d'ailleurs, on a tort, parce on devrait davantage communiquer là-dessus. Alors, nous travaillons sur les matériaux recyclables en économie circulaire depuis très longtemps, et on peut appeler ça la vision intégrée de la certification. Alors, c'est des bien grands mots. Certifié, ça veut dire quoi? Certifié, ça veut dire, vous serez tous des certificateurs. Ça veut dire qu'il faut donner un tampon de la valeur du produit. Alors, la valeur, ce n'est pas seulement la valeur économique, c'est la valeur globale, je dirais la valeur sociétale du produit. Alors, ben voilà, vous voyez, j'ai ici cette coupe en laiton. Bon, c'est une coupe en laiton. Certifier ça, ça consiste à regarder qu'est-ce qu'il a fallu faire pour l'obtenir et qu'est-ce qu'il faudra faire pour la recycler. Et pas seulement s'occuper du pendant de la vie de la structure. Parce que très longtemps, il faut être honnête, on s'est préoccupé essentiellement de la vie. Et puis, avant moi le déluge, après moi le déluge. Bon, alors, avant, c'est d'abord la décarbonation des sources. C'est-à-dire que, par exemple, on travaille actuellement sur des fibres de lin, je dis bien de lin, pour faire du composite, c'est-à-dire des fibres végétales, donc qui absorbent le carbone, si vous voulez, et qui sont donc des puits de carbone pour construire du composite. Bon, donc ça, c'est la partie amont, avec des résines qui, elles aussi, seront complètement naturelles, si vous voulez, complètement biosourcées, c'est le mot. Et puis en aval. Alors en aval, c'est le recyclage. Vous savez, l'oiseau est vraiment l'avion parfait parce qu'il ne vous a pas échappé qu'il est entièrement recyclable. Lui aussi, l'oiseau. Une fois qu'il a terminé sa carrière et sa retraite, eh bien, son corps sera entièrement recyclé. Mieux, il servira peut-être dans l'écosystème à avancer plus loin. Il y avait un reportage de Jean-Marie Pelt, qui était un biologiste extraordinaire, comment spécialiste des plantes extraordinaire, où il montrait comment un oiseau en mourant sur une île déserte avait amené les graines dans son estomac, il avait avait fait en sorte que la vie repousse sur cette île-là. Bon, c'est tout à fait extraordinaire. Donc, le recyclage des matériaux, alors on s'en préoccupe de deux façons. De concevoir le matériau de façon à ce qu'il ait plusieurs utilisations possibles, une des utilisations étant qu'il soit restructurable dans autre chose. Voilà. Donc ça se fait dès le début. Et puis alors maintenant, effectivement, quand on commence à penser à une structure quelle qu'elle soit, on se demande, ben, j'ai une vie courte de 25 ans, une vie courte, et ensuite j'ai une longue retraite. Alors, je vais vous donner un exemple. Sur l'aile volante, nous visons 250 ans. Je dis bien 250 ans d'utilisation en tant que bâtiment de la partie centrale. Il y a un beau bâtiment là qui fait 30 mètres par 30. Vous pouvez y mettre une belle école, par exemple. Et belle école sur 3 étages, voyez. Et nous, on le garantit, on le certifie à 250 ans. Vous n'avez aucun bâtiment aujourd'hui, vous savez, la construction contemporaine. Dans 250 ans, je ne sais pas ce qu'il en restera. Nous, on garantit pourquoi? Parce que faire vivre l'avion avec toutes les contraintes qu'il a en vol, thermiques, thermodynamiques, sécuritaires qu'il a en vol, c'est très, 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 très compliqué. C'est très cher d'ailleurs.
C'est ce qui fait le prix d'un avion. Et donc, on le garantit en vol, mais elles sont tellement strictes, ces contraintes-là, qu'elles nous permettent très facilement de garantir la durée de vie au sol, où évidemment, il va se reposer pendant 250 ans. Voilà. Après, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Le viaduc de Millau, par exemple, hein, il est certifié pour 150 ans. Il est certifié, mais il ne vous échappe pas que le viaduc de Millau n'a pas été conçu pour voler. Au départ, alors que nous, ben oui, nous, on conçoit des structures qui sont d'abord faites pour voler. Je vois que ça vous fait rire. Qu'on conçoit d'abord les structures pour qu'elles volent. Et du coup, le reste nous sera donné par surcroît et comme, si vous voulez, le cadeau du prix de la certification en vol. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu. Si, merci beaucoup. En fait, j'ai un prolongement du coup de cette question sur les nouveaux matériaux. Alors, est-ce que la technique hydrothermale, ça vous parle pour le bois et le chanvre en France? Pas trop. Je dois vous avouer que je ne connais pas On trop est le bois. peut-être un petit peu, oui, on s'est peut-être un petit peu éloigné de Après, l'aéronautique. non. Alors si, Mm. il y a quand même eu des techniques sur le bois. Il y a effectivement des techniques de traitement par l'eau qui fonctionnent très bien. Il y a un précédent extraordinaire, mais vous êtes trop jeune pour avoir vécu ça. Je ne sais pas si vous le savez, mais au début du XXe siècle, la cathédrale de Strasbourg a commencé à s'enfoncer dans le sol parce que les piliers en chêne qui étaient le soubassement de la cathédrale n'étaient plus traités de point de vue hydraulique. C'est-à-dire que les travaux de canalisation du Rhin avaient modifié le drainage de la plaine d'Alsace et donc le bois commençait à s'affaisser par manque de traitement hydraulique. Alors, si vous voulez, pour être tout à fait honnête avec vous, on est en train de faire une bibliographie, il ne faudrait pas le dire comme ça, mais tant pis, je vais le dire, sur toutes les recettes de grand-mère qui étaient utilisées pour conditionner les matériaux autrefois. Vous voyez, par exemple, les artistes, les sculpteurs, et les grands peintres, ils se fabriquaient eux-mêmes leurs peintures. Oui, les sculpteurs préparaient le revêtement de leur statue. Par exemple, David de Michel-Ange a été, comment dirais-je, la patine qu'il y avait dessus au départ a été détruite parce qu'il y a un restaurateur du 19e siècle, restaurateur au sens de restaurer les statues, hein, qui a eu l'idée géniale d'y mettre de l'acide sulfurique. C'est une idée absolument géniale et il a enlevé le dépôt que Michel-Ange avait laissé sur la statue. Donc, il y a, si vous voulez, qui est d'ailleurs bio-inspiré, hein, toute une étude bibliographique en ce moment sur les vieux métiers et tout ce que les vieux métiers de tonnelier, par exemple, avaient mis au point comme procédé, dont souvent ils ne savaient pas très bien d'où ils venaient, hein, mais où ils avaient codifié tout ça. D'ailleurs, j'en profite pour dire, puisque les techniques de l'ingénieur, comme vous le savez, j'ai fait un peu de pub pour Super-Héros, hein, donc je peux aussi faire un petit peu de pub pour les techniques de l'ingénieur. Les techniques de l'ingénieur ont quand même une vocation de référence, de référentiel. Ça pourrait être des sujets extrêmement intéressants à traiter sur les matériaux et de manière générale les procédés qui sont associés aux matériaux, d'inventorier tous les trucs. J'ai pas d'autre mot que ça, excusez-moi, hein, je rigole à le dire, mais tous les trucs que nos grands anciens utilisaient et que quand on veut supprimer, que je parle mal, mais vous avez compris, quand on veut les supprimer, les choses se passent mal. Il y a eu plusieurs exemples, si vous voulez, de pannes ou de ruptures qui ont été donnés au fait qu'il y avait des traditions qui se transmettaient de génération en génération. Et un jour, il y a un technocrate beaucoup mieux inspiré que les autres qui a dit non, non, tout ça, c'est du vieux jeu, il faut tout balancer. Non. Le présent sans passé n'a pas d'avenir. Et donc, il y a tout un travail d'inventoriage, d'inventaire de ces techniques-là. Alors, probablement, ce que vous appelez l'hydrothermal, là, le traitement des fibres et des bois par des moyens hydrauliques, on n'est pas du tout expert, mais il est probable que dans l'avenir, ça va nous servir effectivement.
Très bien, merci. J'ai une question de la part d'un chercheur en contrôle pardon, je vais y arriver, Oui. de la part d'un chercheur en contrôle non destructif, CND, et qui demande s'il y a des besoins dans l'avion du feu, pour travailler sur l'avion du futur. Énorme. Alors, l'avion du futur sera CND ou ne sera pas? Alors, je vais essayer de vous expliquer pourquoi. Alors, il y a le CND local. Ça, le CND local, c'est vieux comme le monde. C'est les capteurs qu'on met, c'est les ultrasons, c'est même les rayons X. Moi, j'ai vécu les rayons X sur la 340. Hein, voilà. Euh, ça va continuer. Si vous voulez, c'est le bras armé de la maintenance, d'une certaine façon. C'est les yeux, non, plutôt c'est beaucoup mieux dit, les yeux de la maintenance et les palpeurs et les mains de la maintenance. Donc ça va continuer. Mais il y a quelque chose que notre interlocuteur, je pense, va sûrement apprécier, c'est le contrôle non destructif global. Ce que nous pratiquons actuellement sur le viaduc de Millau, bien sûr, mais aussi sur l'ISS et sur tout un tas de structures relativement simples. Et ce qu'on ne sait pas encore faire sur un avion, car il ne vous échappe pas qu'un avion, c'est une structure assez complexe, plus complexe que le viaduc de Millau. Alors, je vais essayer de vous dire ce que c'est que le contrôle non destructif. Alors, pour ça, il faut se ramener à ce que faisaient nos amis, comment on dit, chefs de gare. Je ne sais pas si vous souvenez, ils donnaient, vous entendez le contrôle non destructif global, ils donnaient un Dirac, un choc sur l'essieu de la locomotive et au bruit, ils savaient s'il y avait une fissure ou s'il n'y avait pas. Alors, l'idée, sur une structure très simple comme cette coque, parce qu'elle est ouverte. C'est ça qui fait qu'elle est simple. Elle est topologiquement développable. Géométriquement non développable, mais topologiquement développable. Mais une structure simple, comme par exemple ce bâtiment, qui est formé essentiellement de plaques. Hein. Je donne, vous voyez, je donne un Dirac sur le bâtiment. Je mets des accéléromètres ou des lasers, c'est plus simple, sur le bâtiment et je peux dire quel est l'état thermodynamique de la structure. Alors, ça semble étonnant, mais il y a deux voies d'avenir, majeures. Il y a d'abord ce que nous on appelle l'alias modal, c'est-à-dire qu'au lieu de définir cette coque par sa géométrie et ses épaisseurs, on va la définir par ses modes propres, et donc oui, par ses modes de résonance qui seront, si vous voulez, et le gros avantage, c'est que rien ne leur échappe. Donc ça, c'est la première chose. Maintenant qu'on commence mathématiquement à savoir inverser le processus de calcul des modes propres. Ça, c'est la première chose. Puis la deuxième chose, c'est le diagnostic modal opérationnel. Et c'est là que notre interlocuteur sur le CND va sûrement être très intéressé. C'est que l'idée, c'est de faire ce que nous faisons actuellement sur le viaduc de Millau. À chaque fois qu'il y a une secousse, par exemple un coup de vent, là, on mesure les modes propres et on connaît l'état du viaduc, et je vous rassure, est dans un état d'un jeune homme. Donc, si vous voulez, l'idée est la suivante, c'est que quand il y a une rafale sur l'avion ou une manœuvre, ou d'une manière générale une sollicitation, quelle qu'elle soit, thermodynamique, thermique ou dynamique, on va mesurer la réponse du système thermodynamique. Et à partir de là, on a 4 principes dans la thermodynamique qui vont nous permettre de savoir quel est l'écart entre l'état idéal de la structure et l'état réel, sachant qu'il y aura toujours un écart, car nobody's perfect. Aucune structure est sans défaut. À commencer par le monde du vivant. Vous savez, moi j'enseigne la biologie et les cellules vivantes sont basées sur les défauts, justement, donc qui créent de l'entropie. Et donc, si vous voulez, il y a toujours un écart entre la définition scolaire et la définition actuelle, au sens anglais, réel du système. Mais après, ce qu'il faut regarder, c'est l'évolution de cette définition avec le temps, qu'on peut appeler l'endommagement, le vieillissement, tout ce qu'on veut. Il y a un tas de termes qui sont, aucun n'est tout à fait exact d'ailleurs. C'est l'état, c'est la vie. On peut le dire comme ça, c'est la vie de la structure. Et donc, l'idée, c'est d'avoir dans l'avion en permanence le calculateur qui pose le diagnostic. Mais en réalité, c'est bio-inspiré tout ça. Car vous avez, vous, dans votre système biologique, des alarmes. Ça s'appelle la fièvre, ça s'appelle tout un tas de trucs qui vérifient sans arrêt l'écart entre ce que vous devriez être et ce que vous êtes, si je me fais comprendre du point de vue médical. Et donc, l'avenir du contrôle non destructif, du CND, c'est le SHM, le Structural Health Monitoring, ou le contrôle modal opérationnel. Encore mieux, le contrôle modal opérationnel, c'est tout simplement de manière opérationnelle en vol,
Alors, on commence à le faire sur un certain nombre de structures, mais sur une structure simple. On sait le faire sur une voilure, par exemple. Mais une voilure toute seule. Aujourd'hui, les voilures, elles ne volent pas toutes seules. Elles volent avec un avion, en général. Donc si vous voulez, voilà, c'est ça pour moi. Donc, il y a un avenir absolument gigantesque dans ces métiers-là. Gigantesque. Oui, très bien. Merci beaucoup. J'essaie alors, un des participants demande si l'utilisation de l'hydrogène sera plus économique, mais peut-être que cette personne pourrait un petit peu préciser peut-être préciser un petit peu sa question. Et qu'est-ce qu'on pourrait vous demander d'autre? Oui, ou à moins que vous ayez déjà une idée. Moi, je peux déjà vous dire que l'hydrogène va coûter plus cher que le kérosène. Voilà. Mais on n'a pas le choix. Mm. Mais on n'a pas le choix. Alors, on n'a pas le choix pour au moins 2 ou 3 raisons. La première est morale. On a un devoir d'exemplarité. Alors, je voudrais quand même dire que le secteur aérien est responsable exactement 2,6% des émissions de gaz à effet de serre au sens du kérosène. Et si on ajoute tous les effets de réchauffement climatique, c'est-à-dire les cirrus que nous formons en altitude, c'est une des raisons pour lesquelles on va voler plus bas et moins vite, c'est qu'il faut arrêter de faire des cirrus qui font de l'effet de serre en altitude. Nous sommes, nous, tout compris, responsables de 5,1% du réchauffement climatique. Voilà. Le secteur aérospatial, alors je mets l'aéronautique et le spatial dans le même. Alors le spatial, c'est pas beaucoup quand même, mais tout compris, nous sommes à 5,1%. Et ça, ce sont les chiffres de l'Académie, ce sont les chiffres du GIEC, et ce sont les de l'Académie des sciences et de l'Académie de l'air et de l'espace. 5,1%. Alors, vous allez me dire, si je prends par exemple rien que le mazout qu'utilisent les tracteurs, c'est 38%. Oui, sauf qu'ils servent à alimenter la terre quand même. Alors, on pourrait nous dire, mais on va garder le kérosène uniquement pour nous et faire convertir le reste du monde. Sauf que ça ne marche pas comme ça. On a un devoir d'exemplarité, on a un devoir de pionnier moral et on a un devoir de pionnier, deuxième, technologique. En ce sens que les avions ont toujours servi de démonstrateurs. Vous savez, les frères Wright, c'était parmi les premiers moteurs à essence qu'ils faisaient en 1903. L'avion d'Adair, on l'a vu, 1890, c'était un moteur à alcool et à vapeur, alors que l'avion des frères Wright, c'est un très mauvais moteur à essence parce qu'ils n'en trouvaient pas, ça ne se trouvait pas. Et force est de reconnaître qu'après que les avions ont mis des moteurs à essence, ont utilisé des moteurs à essence, sur les voitures, ça a eu un certain succès quand même. Donc on a cet effet moral et cet effet d'entraînement technologique qui nous donne le devoir absolu d'y aller. Et puis, il y a une troisième chose, c'est que de toute façon, du kérosène, on est dépendant des pays et on est de puissance extérieure et en plus, il va bientôt plus y en avoir. Donc, de toute façon, quelle que soit la façon dont on tourne les choses, on doit y aller. Et on ira. C'est même pas on doit, on ira. Et non, c'est pire que ça, on y va. Pire encore, on y est. On y est. Alors, mais par contre, l'environnement n'a pas de prix, mais il a un coût. Il ne faut pas rêver. Il ne faut pas rêver, ça ne va pas se faire gratuitement. Et c'est pour ça qu'il va falloir qu'on vole moins vite. Parce que quand vous savez que la consommation, pour aller d'un point A à un point B, la consommation proportionnelle, grosso modo, au carré du Mach. C'est-à-dire, si vous volez 2 fois moins vite, sur la même distance, vous consommez 4 fois moins. Et oui, d'où l'intérêt quand même de diviser le Mach par 2. En passant de Mach 0,9 ou 0,85 à Mach 0,45 ou 0,5, vous divisez la consommation, la puissance consommée par 4, ce qui est l'énergie consommée par 4. La puissance, c'est par 8, sauf que vous volez 2 fois plus longtemps, attention. Donc l'énergie, c'est 4, la puissance, c'est 8. Et quand vous avez une puissance 8 fois moins importante, les moteurs sont moins gros, la masse est moins lourde, et donc tout ça, si vous voulez, c'est un cercle vertueux. Alors je peux vous donner un scoop. On travaille beaucoup avec les avionneurs actuellement là-dessus. L'aile volante, elle volera moitié moins haut, moitié moins vite que les avions actuels, ça c'est clair. Elle sera déturbulée, parce qu'on turbule à 4500 mètres, eh bien elle sera déturbulée par les commandes de vol électriques, dont de toute façon on aura besoin parce que l'aile volante est instable, il faudra les utiliser. Et puis, last but not least, il y aura peut-être un régime économique
en vol à effet de sol, comme ça s'est fait d'ailleurs pendant un certain temps. Vous savez, entre les deux guerres, il y avait un avion qui était le Dornier X qui traversait l'Atlantique en effet de sol. Bon, pas très confortable, parce que c'est un avion qui était très, très primitif. Il n'empêche, c'était la seule façon qu'on avait à l'époque de faire avec les moteurs qui étaient très, très insuffisants, d'arriver à faire voler un avion aussi gros. C'était d'ailleurs le plus gros avion de l'époque, Dornier X, regardez-le. Et donc, on peut très bien imaginer un régime économique où vous allez consommer entre 15 et 16 fois moins à très basse vitesse et à très basse altitude. On peut même imaginer que la même aile volante ait deux façons de conduire, si vous voulez, un régime ville et un régime campagne, quoi. Voilà, pour faire simple, c'est oui. Et donc, si vous voulez, oui, il y a l'hydrogène, ça va coûter plus cher, il va falloir le produire avec des moyens décarbonés. Hein. Donc c'est pas. Alors on a des idées, hein. Personne ne le sait, mais à Albi, à l'école des mines d'Albi, il y a une école, il y a une UMR CNRS qui travaille, qui actuellement a un procédé de fabrication d'hydrogène à partir des déchets organiques. Bon, c'est quand même remarquable. Donc il y a des moyens de produire de l'hydrogène décarboné, mais ça n'est pas gratuit. Donc oui, on y va. Non, ce ne sera pas moins cher, ce sera plus cher que le kérosène. Désolé. J'ai une autre, oui d'ailleurs, il y avait une autre question toujours sur l'hydrogène. La solution en pâte, est-ce que ça peut être une solution pour minimiser la taille des Alors, réservoirs de l'aile volante? oui. Alors, il y a trois façons de stocker l'hydrogène. Hein. Il y a l'hydrogène comprimé où entre 350 et 700 bars, vous arrivez effectivement à stocker l'hydrogène, mais sur des gros volumes, c'est absolument impensable. Parce que des centaines de bars sur des gros volumes, c'est une véritable bombe structurellement. Donc pour les tout petits, par exemple, un avion biplace, ça peut s'imaginer, mais pas sur un gros avion. Sur un gros avion, la solution qui a été retenue, c'est celle de l'hydrogène liquide. 72 kg par mètre cube, c'est 14 fois plus léger que l'eau hein, en densité. Donc ça fait des volumes très importants, mais on y travaille. Hein. On a des chercheurs qui travaillent à plein temps avec Airbus sur le sujet, sur la peau de l'aile volante. C'est un sujet extrêmement porteur. Si vous voulez, il va falloir maintenir à moins 252 degrés sur des volumes énormes et en plus avec la propriété que l'hydrogène a de traverser les murs, ça s'appelle la fugacité, c'est une molécule toute petite, donc il faut des polymères. Alors la chimie est en train de nous offrir des solutions, mais c'est pas simple. Il faut tapisser, si vous voulez, les structures de polymères extrêmement visqueux qui sont capables d'éviter que l'hydrogène liquide le traverse et que ce polymère soit lui-même capable de tenir à moins 252 degrés, ce qui n'est pas immédiat. Mais maintenant, les solutions, on les tient quand même. Hein. On les tient, en tout cas séparément, on les a, on est en train de les rassembler. Donc, pas par un matériau multicouche qui en plus sera, comme je vous l'ai dit, réutilisable pour un bâtiment par la suite. Donc, ça, c'est l'hydrogène liquide. Et alors, effectivement, vous avez raison, il y a une solution intermédiaire qui est le stockage solide de l'hydrogène. Alors, ce sont des matériaux extrêmement intéressants, ce sont des poudres ou des pâtes, effectivement, qui absorbent l'hydrogène. Alors, absorber, ça veut dire, comment dire, récupérer l'hydrogène, la molécule vient se ficher dans des grains, et ensuite, quand on monte la pression, 2 à 3 bars, et ensuite, quand on la redescend, l'hydrogène, et que ça marche comme une éponge, si vous voulez. Alors, sauf que ce sont des matériaux complexes. Ce sont des matériaux pulvérulents qu'on pourrait classer dans les nanomatériaux. Alors, aujourd'hui, les pâtes vont peut-être nous sauver, mais le problème des pâtes, c'est qu'elles ne sont pas encore assez performantes aujourd'hui. Si vous voulez, on peut expliquer ça très simplement. Une poudre de ce type, si vous la répandez dans la nature, vous avez un matériau qui n'est pas contrôlable du point de vue biologique. C'est-à-dire que vous avez un matériau que vous pouvez respirer, et donc c'est le problème des nanomatériaux, en fin de compte. Et donc aujourd'hui, les précautions qu'il faut qu'on prenne pour entourer les réservoirs de gel capables d'absorber, justement de pâte, capables d'absorber ces matériaux en cas de crash, sont telles que la solution n'est pas encore viable. Alors moi, je vais vous dire honnêtement, j'y crois pour des véhicules de taille moyenne, style voiture, style petit avion, jusqu'à 9 places. Voilà, vous voyez, 9-10 places. Au-delà, pour le moment, je ne vois pas d'autre solution que l'hydrogène liquide. Très bien. Merci, Gorina, pour votre réponse sur l'hydrogène, enfin les différentes formes d'hydrogène. Peut-être une question pour un petit peu ouvrir au-delà des frontières françaises. Donc, à part la France, dans quel pays l'aéronautique est bien développée? Ça, c'est une excellente question. Alors, écoutez,
Il y a aéronautique et aéronautique. Et aéronautique consiste à faire des avions. Pas faire des morceaux d'avions, hein, faire des avions. Vous avez 3 puissances actuellement dans le monde qui sont capables de le faire. Vous avez l'Europe. Et je dois dire quand même, à l'intérieur de l'Europe, singulièrement la France. Bon, donc ça, oui, parce que, attention, il ne s'agit pas de faire des morceaux. Il s'agit de l'assembler, d'avoir la vision architecturale, la chaîne d'assemblage, la mise en vol, la certification. Voilà. Donc vous avez l'Europe avec Airbus. Vous savez, c'est les 3 premières lettres de l'alphabet. Vous avez Airbus, premier. Ensuite, vous avez B. Vous me voyez venir avec B. C'est du côté de Seattle aux États-Unis. Bon, vous avez Boeing, qui, malgré les soucis qu'ils ont, ils restent quand même très forts. Hein. Donc, voilà. Donc, et puis, vous avez C, du côté de la Chine. Alors, je parle des gros avions. Parce qu'après, vous avez Embraer au Brésil, vous avez Canadair, la Bombardier, etc. Mais des avions vraiment de plus de 200 places, hein, 250 places. Et vous avez maintenant Comaero, qui commence quand même à arriver. Et il s'agit, si vous voulez, de structures qui sont capables non pas de fabriquer des pièces détachées, mais de fabriquer le système et d'en avoir la maîtrise. Donc vous en avez 3. Et pour ça, justement, il faut tous les métiers. Il ne suffit pas d'avoir des métiers, des matériaux, des structures, de la physique, de l'électricité, de l'électronique, de la mécatronique, de l'hydraulique, de la HIC, tout ça. Il faut des métiers d'architecte, des métiers humains, des métiers avec des qualités humaines, et ça ne se fait pas en 8 jours. Il ne vous échappe pas qu'en France, on a l'héritage des chaînes Caravelle. Caravelle, premier vol, vous savez quand? 1955 ou 54, 54 ou 55. C'était 10 ans après la Seconde Guerre mondiale. Et ça fait quand même, ça fait un bail. Et il a fallu tout ce temps. Bon, avant, il y avait quand même des avions à hélice, mais des jets à réaction, si vous voulez. Ça fait quand même 60 ans qu'on a cette maîtrise. Ça ne se monte pas en 8 jours. Donc voilà, actuellement, il y a 3 puissances qui assemblent et qui mettent en vol les avions. Par contre, des gens qui participent au programme aéronautique, alors là, vous en avez absolument partout. Vous avez au Japon, le Japon fabrique des morceaux de Boeing sans aucun problème. La Corée fabrique des morceaux d'avion. Vous avez évidemment, vous avez tout un tas de pays qui travaillent là-dessus. Mais assembler des avions, vous en avez 3 aujourd'hui. Et Très bien. À Toulouse, on a singulièrement cette chance. Et je vous parle de Toulouse, là. Oui, du coup, pour prolonger cette question, qu'est-ce qui se passe en Russie? On avait une question complémentaire sur ce qui se passait en compliqué, là. Russie. Voilà. Alors, vous savez, je connais bien, j'ai vécu en Russie. Hein. Donc, vous savez, j'ai vécu à la Cité des Étoiles en Russie, donc je connais très, très bien mes amis russes. Alors, le problème de la Russie, je vais vous dire, c'est qu'ils n'ont pas encore fait la réunion, ou plutôt l'accord entre les avions civils et les avions militaires. C'est-à-dire qu'un avion civil en Russie, c'est un avion militaire qui transporte des civils. Un avion militaire, c'est un avion civil qui transporte des bombes. Bon, c'est une blague, mais c'est un peu ça quand même. Alors, je vais essayer d'expliquer la différence et merci pour cette question qui est vraiment, vos questions sont vraiment excellentes. Si vous voulez, ça va me permettre de vous dire que c'est tout un métier qui, singulièrement pour la Russie, mais aussi pour l'Europe en général, le métier de la certification versus la qualification et les métiers sont très importants, ce sont les métiers de qualiticien. Alors, c'est quoi la différence entre un avion civil et un avion militaire? Alors, il y a une blague là-dessus. Il ne faut surtout pas la prendre au degré zéro, hein, la blague en question. Un avion civil, c'est un avion, vous payez pour monter dedans. Un avion militaire, on vous paye pour monter dedans. Bon, c'est une blague, bien entendu, mais ça veut quand même dire quelque chose. C'est-à-dire qu'un avion militaire, la priorité, c'est la mission. Excusez-moi, mais militaire, la priorité, c'est la mission. Un avion civil, la priorité, c'est le passager. C'est-à-dire le confort et la sécurité du passager. Alors, donc vous voyez, c'est le prolongement de la blague et c'est plutôt comme ça qu'il faut le dire. Alors tout ça, ça s'obtient par un tampon qu'on appelle la certification et qui est donné, pour faire simple, dans le monde par 2 organismes, pour faire simple, qui sont le ASA en Europe et la FAA en France. C'est tout simplement l'idée que si vous fabriquez votre avion, on n'a pas le droit de le faire voler sur la voie civile sans le tampon de ça. Exactement comme si vous faites votre voiture. J'ai un copain qui s'est fabriqué une voiture, figurez-vous, dans son garage, une voiture de sport. Il n'avait pas consulté les mines
qui sont venus voir sa voiture, qui ne lui a pas donné la carte grise et du coup l'équivalent. Et du coup, il ne peut rouler avec sa voiture que dans son jardin, ce qui est limité, sauf si on a vraiment un très grand jardin. Et donc, les avions, c'est la même chose. Il faut un processus de certification qui se fait entre l'architecte, les opérateurs, c'est-à-dire les compagnies aériennes, et des autorités. Donc, j'ai cité la FAA et le ASA, qui représentent l'État, qui représentent en réalité les autorités civiles. Et donc, je dis bien civiles. Et donc, pour ça, il y a un processus qui dure des années et des années. Si j'osais, je dirais ça dure un siècle. Oui, je dis bien un siècle. Parce qu'il faut déjà, dès le premier trait de crayon, penser à la certification, la conception globale. Ensuite, les 30 années de vie, 20 ou 30 années de vie de l'avion. Et ensuite, les 50 années dans lesquelles il va falloir que ça continue à ne pas nuire et à être confortable. Voilà. Donc, la certification, c'est le confort et la sécurité, la performance de l'avion. Et donc ça se fait au moyen d'un processus qui va vous garantir que votre avion est l'endroit le plus sûr du monde. Vous voyez, dans ce canapé où je suis, en réalité, je risque ma vie. Parce que vous avez, et vous aussi d'ailleurs, je suis désolé de vous le dire devant votre écran, vous avez la météorite qui peut vous tomber dessus, vous avez le tsunami qui peut vous balayer, bref. Vous avez un risque à peu près entre 10-6 et 10-7 par heure. Je suis désolé de couper l'ambiance, mais vous avez un risque vital naturel. Oui, oui, parce que du seul fait que vous êtes né, vous avez un risque de mourir. Pardon, de le dire aussi. Et donc, vous avez un risque naturel qui est entre 10-6 et 10-7. Et la certification de l'avion consiste à démontrer, c'est une aventure que j'ai vécue sur la 340, moi j'ai vécu 7 ans de la certification de la 340 quand j'étais chez Airbus, qui à l'époque s'appelait Aérospatiale Avion. Et donc, c'est de montrer aux autorités que vous ne dépassez pas 10-7 par heure. C'est-à-dire quand vous montez dans l'avion, vous êtes autant en sécurité que dans votre salon. Mieux, vous êtes plus en sécurité que dans votre salon. Et je vais essayer de vous le démontrer. Parce que dans l'avion, le risque de tsunami, pardon de le dire, mais il devient astronomiquement faible. Par contre, il y a d'autres risques qui s'ajoutent. Et ce qu'on va essayer de démontrer, c'est que tous les risques qui s'ajoutent du fait que vous êtes dans l'avion sont inférieurs aux risques qui se soustraient du fait que vous n'êtes plus dans l'avion. Vous avez compris ce que je veux dire? Voilà. Et donc, vous n'êtes plus en dehors de l'avion, pardon. Donc voilà, ça c'est la certification. C'est un processus qui prend des années et des années et des années et qui coûte horriblement cher, ce qui fait le prix d'un avion. Un avion militaire n'est pas certifié. Un avion militaire, c'est un agrément entre un architecte et un client. Un architecte et un opérateur, c'est-à-dire Dassault et l'armée de l'air, par exemple. Voilà. Alors, c'est plus tout à fait vrai. Depuis la 400M, les autorités commencent à regarder quand même. Mais pendant très, très, très longtemps, la vente du premier Boeing à l'armée américaine, c'est quand même extraordinaire. C'est un cavalier, parce qu'il n'y a pas de pilote à l'époque, un cavalier à cheval, hein, qui est venu essayer l'avion parce qu'il savait vaguement piloter. Il a tiré sur l'avion n'a pas cassé, et donc l'avion était vendu à l'armée américaine. C'était d'ailleurs, il n'y a pas d'US d'Air Force, il n'y avait que l'US Army à l'époque. Hein. Bon. Donc, ça s'appelle la qualification. La qualification, c'est un agrément de pair à pair, si vous voulez, de deux personnes qui finalement sont d'accord sur la performance et le risque qui sont associés à la vente. Voilà. La certification, c'est tout à fait autre chose. Vous n'avez pas le droit de le faire sans l'autorisation de l'État, parce que la vie humaine est en jeu. Alors, les Russes, le problème, c'est que cette notion de certification, comment le dire de manière... vous avez compris ce que je veux dire. Cette notion de certification, moi en Russie, j'ai quand même vu des avions où les gens voyageaient debout, comme dans le bus. Vous pensez que c'est pensable en Europe, ça? C'est-à-dire que quand il n'y avait plus de place, vous savez, quand on fait du surbooking chez nous, qu'est-ce qui se passe? Les gens ne montent plus dans l'avion, et puis, alors évidemment, ça proteste, mais on laisse des gens à l'aéroport. Ah ben non, non, vous montez, et ils voyagent debout. Voilà. Voilà, la certification, oui. Et donc, si vous voulez, les avions, ça c'est l'héritage de l'URSS, les avions militaires étaient faits pour être civils et les civils étaient faits pour être militaires. Donc, cette certification, alors c'est en train, vous savez, pour changer une culture, c'est quelque chose de très très long. Donc, les Russes, techniquement, ils ont toute leur place. Réglementairement, il y a encore du boulot, mais en même temps, justement, il y a du boulot
Il y a du boulot avec eux parce que techniquement, ils ont des choses intéressantes. Ils ont le plus grand avion du monde quand même. Excusez-moi, l'Antonov 225, l'avion civil, hein, parce que je vais enlever l'avion de Howard Hughes, là, qui était un prototype unique, puis celui de, comment il s'appelle, Paul Allen, là, le Stratolaunch aussi, 117 mètres d'envergure, mais qui est un prototype. Non, l'avion opérationnel commercial le plus grand du monde, c'est l'Antonov 225. Bon, c'est eux qui l'ont fait, c'est pas rien. Donc techniquement, ils ont tout ce qu'il faut. Réglementairement, voilà, je ne termine pas mal. Merci Gorina pour votre présentation. Merci pour cette conclusion. Technique de l'ingénieur remercie tous les participants, tous les auditeurs et auditrices. Vous trouverez ce webinaire en replay sur le site technique de l'ingénieur très rapidement. Et c'était la dernière session de webinaire de la semaine des étudiants, et donc vous pourrez tous les retrouver en replay sur le site technique de l'ingénieur. Et nous vous souhaitons une bonne fin de semaine et prenez soin de vous. Et voilà, merci à tous. Au revoir. Au revoir.